Merci, cher maître. Alors, notre ami Philippe Breil s'est présenté, je me présente aussi, comme ça, mais très rapidement, bien sûr. Parce que je suis, quand j'étais petit, j'ai passé les deux agrégations en orthopédie, mais je suis aussi professeur de médecine légale et droit de la santé. Donc, vous allez être très très surveillé, cher maître, mais vous savez, ici, c'est un espace de liberté, l'Académie nationale de chirurgie. Donc, merci de vous être déplacé et nous vous laissons la parole. Merci de votre invitation, monsieur le professeur, mesdames, messieurs les académiciens. Effectivement, je suis avocat de chirurgien, 34 ans de barre et 25 ans à défendre les chirurgiens dans une société dans laquelle ce type de défense est devenu quasiment un acte politique. Je ne défends pas les patients, je suis de votre côté. Pas seulement parce que la vie professionnelle m'a amené ici, mais parce que j'ai à nouveau admiration pour vous qui l'exercez. Philippe Breil a parfaitement résumé le choc, la situation du chirurgien qui s'installe, qui sort de l'hôpital. Avant d'y revenir, je voudrais simplement vous dire qu'il y a quelque chose qui nous est commun, à vous les chirurgiens et à nous les avocats. Ce qui nous est commun, c'est la solitude dans l'exercice. Car même si les chirurgiens, comme les avocats, peuvent exercer en groupe lorsqu'ils s'installent, il y a de grands moments de solitude. Moments de consultation où les choses ne sont pas claires, où on hésite et où il faut trancher, ordonner une thérapeutique. Et puis surtout, au bloc opératoire, à certains moments clés, où le silence se fait, on est seul. On peut avoir 2, 3 assistants autour de soi, on est seul. Et d'ailleurs, j'ai pu l'observer à plusieurs reprises. C'est à ce moment-là que plus personne ne parle, ne bavarde, sans qu'aucun nom ne soit donné. C'est le moment de solitude du chirurgien, c'est le moment de difficulté. Vous imaginez que pour un avocat, c'est dans des circonstances autres, mais similaire dans leur nature, que les choses se produisent quand on défend un chirurgien au pénal, qu'il est attaqué dans sa réputation, dans son honneur, et qu'après des heures d'audition, à la barre, dans une salle remplie de public, on se lève pour le défendre avec une presse qui souvent est hostile parce qu'elle cherche le scandale, elle cherche plus que la vérité, ce qui va produire effet et vendre du papier, quand on se lève face à quelque chose qui ressemble à de l'adversité. On est seul. Parce qu'effectivement, de nos jours, le chirurgien, ça n'est plus comme lorsque j'étais enfant, quelqu'un qu'on adule, qu'on admire et pour qui on a la reconnaissance. Mais c'est quelqu'un qui, dès qu'il n'offre pas un résultat optimal, au regard non pas de la science, mais de ce qu'attendait le patient, est attaqué. Dès que le résultat manque, on est attaqué. Effectivement, comme le disait également le docteur Breil, l'hôpital, c'est une hiérarchie, c'est un groupe, c'est aussi un lieu public au sens du droit, c'est-à-dire ressortant du droit administratif, du droit public, avec une protection quasi complète. Et lorsqu'on s'installe, du jour au lendemain, on passe dans ce que vous appeliez à juste titre la vraie vie, c'est-à-dire la solitude. On va s'installer seul, on va faire ses diagnostics, ses consultations seul, et on va opérer sans toute une équipe d'internes, de patrons, de praticiens hospitaliers, à côté de soi ou dans le bureau au-dessus à qui on peut venir demander de l'aide ou un conseil. Et ça a des répercussions sur le plan juridique qui sont majeures. Je vais vous parler de deux choses ce matin. La première, c'est la responsabilité civile, et la seconde sera la responsabilité pénale. La responsabilité civile, c'est la responsabilité juridique au titre de laquelle le chirurgien va répondre de ses actes et en cas de manquement, faute ou pas, d'ailleurs nous allons voir, pas nécessairement faute, va devoir indemniser par le biais de sa compagnie d'assurance. Donc j'évacue tout de suite la question de l'assurance. L'assurance, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, est strictement obligatoire. Et c'est une infraction pénale que de ne pas être assuré
lorsqu'on est chirurgien libéral. Donc absolument obligatoire. C'est aussi évidemment obligatoire parce que vous devez savoir que les affaires aujourd'hui en France, même si elles ne sont pas encore comparables à celles qu'on peut voir aux États-Unis sur le plan de l'enjeu financier, restent tout de même très importantes. Nous avons à mon cabinet des dossiers qui peuvent monter jusqu'à 8, 10, 12 millions d'euros. Si on n'est pas assuré, c'est plus que toute une vie d'exercice pour payer et rembourser. Donc, absolument indispensable d'avoir un assureur, et de préférence un bon assureur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas de faire un chèque à l'issue du procès, mais qui accompagne tout au long du procès. Que dis-je? Qui ne se contente pas d'accompagner pendant le procès, mais aussi de travailler avec les sociétés savantes à la prévention du risque, c'est-à-dire à la formation en permanence sur le plan juridique et médical de la prévention. La responsabilité civile du chirurgien, elle commence dès le premier acte et la première rencontre avec le patient, c'est-à-dire la consultation. S'il y a un procès, la consultation, les consultations préopératoires vont être examinées par des experts, puis par des juges. Ça signifie que si on n'a pas noté dans son dossier médical personnel ce qu'on constate sur le plan clinique, les demandes du patient, les explications qui lui ont été données par rapport aux options thérapeutiques qui existent, on n'a pas de traçabilité de ce qui s'est passé au cours de ces consultations. Et si on n'a pas de traçabilité, au moment de l'expertise, puis ultérieurement devant le juge, au moment du procès, ça va être parole contre parole. Et encore, l'expression est très malvenue, parce qu'à l'heure actuelle, dans notre société, parole contre parole, c'est la parole de la victime qui prédomine. C'est pas parole contre parole, c'est égal et on renvoie tout le monde dans son coin. Pas du tout. Parole contre parole, c'est celui qui a subi un préjudice qui va avoir une parole prédominante et qui va écraser la parole de l'autre. On ne peut pas donc en rester à ce stade ancestral de parole entre parole. Il faut se préserver une preuve. Et c'est tout mon propos ce matin à propos de la responsabilité civile, de vous dire l'essentiel de votre activité en termes de couverture juridique, c'est la traçabilité. Traçabilité des consultations. Et ensuite, immédiatement après, traçabilité sur le plan de l'information. Vous savez que depuis la loi du 4 mars 2002, la dite loi Kouchner, mais c'était précédé d'une jurisprudence datant de 1997, 5 ans avant, la charge de la preuve de l'information délivrée aux patients a été renversée. Jusqu'à 1997 puis 2002, c'était au patient de prouver qu'il n'avait pas été informé et que cela lui causait un préjudice. C'était une preuve impossible. Je ne peux pas prouver que je n'ai pas été informé. C'est ce qu'on appelle la probata diabolica, la preuve diabolique, presque impossible. C'est donc de façon logique qu'en 1997, les juges et en 2002, les législateurs ont renversé les choses et c'est désormais donc au chirurgien de prouver qu'il a bien informé son patient. Je viens de vous parler du dossier médical et des notes de consultation dans lesquelles il faut mentionner l'essence de ce qui s'est dit, mais ça ne suffit pas. Depuis ces dates que je viens de citer, il est essentiel de faire signer au patient un document qu'on appelle document de consentement éclairé. Ce document ne doit pas être constitué de 2-3 phrases, j'ai bien compris, on m'a expliqué, etc. Ça n'est pas satisfactoire. De nos jours, nos adversaires, lorsqu'on leur présente un document comme celui-là, nous répondent, ça ne veut rien dire, le contenu de l'information n'est pas tracé dans ce consentement, et donc ça ne prouve pas que vous avez bien informé de telle chose. Et telle chose en général, c'est ce qui s'est produit ultérieurement et qu'on vient reprocher au chirurgien. Donc, ce document de consentement éclairé doit être assez complet.
En outre, il doit être accompagné, dans la mesure du possible, c'est-à-dire de leur existence, de fiches d'information qui sont éditées de plus en plus désormais par les sociétés savantes de chaque spécialité, lesquelles fiches d'information sont établies acte par acte et décrivent l'objet de l'intervention, ses avantages, mais également tous les risques graves, importants, parfois même exceptionnels, qui peuvent en résulter. Il faut donc faire signer ce document de consentement éclairé. Il faut donc remettre la fiche d'information. Les choses ne s'arrêtent pas là, car malheureusement, le chirurgien, excellemment formé à l'hôpital, je crois, enorgueilli d'être français, je crois que notre médecine est la plus belle médecine du monde. Alors que nous ne sommes pas parmi les pays les plus riches, les plus peuplés, je crois qu'on a toujours aujourd'hui un niveau extraordinaire. Pourtant, sur le plan juridique et administratif, le jeune chirurgien n'est pas formé. Il n'est pas formé à la vraie vie, comme vous disiez, Dr Bray, il n'est pas formé tout simplement à la vie administrative et juridique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Parce que, quand j'évoque la question de la signature d'un document de consentement éclairé, de la remise d'une fiche d'information, si vous ne conservez pas ces documents, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Autrement dit, il faut avoir 2 exemplaires de ces documents, de chacun de ces documents. Un que vous laissez au patient, l'autre que vous conservez avec date et signature. Ça signifie que si vous avez remis ces documents au patient, mais que vous ne les avez pas conservés dans votre dossier, qu'ils soient papier ou électronique, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans ce détail ce matin, mais que vous n'avez pas conservé ces documents, arrivé à l'expertise ou devant le juge, vous allez dire, mais j'ai remis. Le patient, pas nécessairement par mauvaise foi parce qu'il est en procès avec nous, mais parce qu'il aura oublié, parce qu'il était nu ce jour-là, 1000 raisons, va dire je m'en souviens pas, ou non. M'arriver de temps en temps, exceptionnellement, qu'il dit ah oui c'est vrai. Mais sinon on va dire non, je n'ai pas vu, je m'en souviens pas. Et à ce moment-là, l'expert comme le juge ne peuvent que constater qu'il n'y a pas de trace de l'information que vous avez délivrée. Il faut donc la donner oralement, ça reste essentiel. Et dans notre société française, par rapport aux sociétés anglo-saxonnes, c'est fondamental. On garde le principe de l'information orale prédominante. Pourquoi? Parce qu'on veut garder en France sa haute place à la relation humaine entre médecin et patient. Mais nous ne sommes pas naïfs, ça ne peut pas suffire pour le contentieux qui risque de survenir le lendemain. Et donc, après l'information orale humaine délivrée, dans sa juste mesure, c'est-à-dire adaptée à ce que le patient peut entendre émotionnellement, intellectuellement, etc., on va se protéger en faisant signer ces documents et en les conservant par le versement. Traçabilité donc du dossier médical et des consultations précédant la chirurgie. Traçabilité évidemment de l'information. J'explique à vos jeunes collègues qui vont s'installer que la question de l'information n'est pas mineure, ce n'est pas un détail. Pourquoi? Imaginez un geste chirurgical complexe que vous effectuez, qui se déroule parfaitement. Rien ne peut vous être reproché à propos de votre qualité technique. Malheureusement, en post-opératoire, une complication surgit. Malheureusement, vous allez mettre du temps à la gérer, mais il va rester des séquelles. Un procès s'ensuit. L'expert est désigné, il rend son rapport et dit « Le travail technique du chirurgien a été parfait. Je n'ai rien à lui reprocher, ni sur l'indication opératoire, ni sur la technique opératoire, ni sur rien. » On se dit à ce moment-là « Mais tout est parfait, je ne risque rien. » Pas du tout. Si le patient, et c'est ce qu'il va faire, dit « Bon, très bien, j'ai compris, le chirurgien a bien fait son travail, mais il ne m'a pas informé de cette complication qui est survenue. »
s'il y a un défaut d'information et qu'on ne peut pas prouver qu'on a informé, on va être condamné à peu près au même niveau d'indemnisation que si on avait fait une faute technique. Autrement dit, perforer une artère, un organe, tout ce qu'on veut. C'est le même prix. Il faut donc bien comprendre que l'information, sur le plan des conséquences juridiques, c'est quasiment aussi important, c'est terrible à dire, hein, mais c'est comme ça, quasiment aussi important que la qualité technique de vos interventions. Donc traçabilité, l'information. Si, nos débats sont interactifs. Bien sûr, avec plaisir. Je voudrais ajouter une seule notion, c'est que certains juges considèrent que l'absence d'information est une atteinte à la dignité humaine. Absolument. C'est ce qui leur sert de support pour justement condamner lourdement nos collègues, même lorsqu'ils ont été techniquement parfaits. Absolument, absolument. C'est dire que ce point-là n'est pas un détail juridique, administratif. C'est pas très important. Moi, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien été formé à l'hôpital, etc. Non, non, il faut vous protéger parce que, disons-le clairement, la chirurgie, la médecine est devenue quelque chose de l'ordre du consumérisme. Et s'il n'y a pas ce qu'on attendait, il y a un procès. Comme si on achetait une voiture et qu'elle marche pas bien. C'est quasiment devenu ça. La masse des procédures en France est devenue quasiment aussi importante que dans les pays anglo-saxons. Ce qui nous différencie d'eux, c'est pas le procès en réaction aux difficultés, ça c'est pareil. C'est le montant des indemnisations. On donne des centaines de millions là-bas, chez nous, ça peut quand même toucher des sommes qui sont significatives, comme je vous le disais tout à l'heure. Traçabilité également pour le geste chirurgical. Vous opérez, c'est parfait. Vous employez une technique donnée, c'est la bonne technique, c'est très bien. Mais ensuite, au moment de l'expertise, et si c'est dans 3 ans, 4 ans après le geste, vous ne vous souvenez plus de rien. Il est donc fondamental que votre compte-rendu opératoire, votre CRO, soit complet et précis. Il est désormais exclu à notre époque de faire des CRO de toilette, pré-tapés, et puis voilà, c'est fait. Le CRO, c'est un document qui a une valeur fondamentale. Je regarde Dr. Drake particulièrement, parce qu'un journée en chirurgie digestive, les choses sont complexes, rarement communes, ça change en permanence, il faut décrire et décrire ce qu'on a fait, ce qu'on a rencontré comme obstacle, comme difficulté, les particularités anatomiques auxquelles on a fait face et comment on a géré tout ça. Pourquoi? Parce que plusieurs années plus tard, vous ne vous souviendrez de rien, même si vous vous en souvenez, il n'y a pas de trace. Combien de fois j'ai entendu un expert dire « Ah oui, vous avez trouvé ça, vous avez rencontré ça, mais c'est dommage, c'est pas dans le compte-rendu opératoire. » Donc il est fondamental d'établir un compte-rendu opératoire précis. Il ne s'agit pas de faire la recherche de température de 1000 pages, mais il faut un compte-rendu opératoire qu'on a pris le temps de rédiger. Un point. Nos jeunes collègues, et on les comprend, font des économies de secrétariat. On les voit, entre 2 interventions, rédiger leur compte-rendu opératoire sur leur ordinateur. Et vous dites que c'est facile, j'ai mon compte-rendu type. Et là, je dis, je clame, je hurle, ne faites jamais de compte-rendu type autrement que pour des gestes techniques et faites des constatations opératoires qui sont les plus détaillées possibles, car depuis un certain arrêt de la Cour de cassation récent, toute atteinte d'un organe qui n'est pas visé par l'intervention est considérée comme une faute. Donc attention à ces comptes rendus type par économie de secrétariat. Fondamental de ne pas s'arrêter à ça, de ne pas s'arrêter au compte rendu type et d'être le plus précis possible sur le geste. Sur la jurisprudence que vous évoquez, Dr. Bray, vous avez totalement raison. On essaye, nous, au cabinet, de la combattre depuis 2 ans, parce qu'on estime que nombre de fois, il y a des particularités anatomiques qui font que léser l'organe voisin pour accéder à l'organe objet d'intervention, l'organe principal, pouvait être incontournable. C'est une chose qui est en train de se faire, que les juridictions sont en train d'appréhender, mais on n'en est pas encore à une jurisprudence
totalement définie en notre faveur. Donc traçabilité de l'information, traçabilité de l'acte chirurgical par le biais d'une rédaction précise et complète d'un compte-rendu opératoire, et traçabilité évidemment fondamentale du suivi post-opératoire. Et là aussi, on se distingue de la vie à l'hôpital, où il y a une équipe nombreuse, cohérente, dédiée à un service, une organisation administrative majeure. Là, on est en libéral. Je suis chirurgien libéral, je suis seul. Les infirmières sont les salariés de la clinique. Les aides opératoires peuvent l'être également, pas toujours, les IBOT, ça dépend. Bref, ma responsabilité est individuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut aller voir son patient après l'avoir opéré. Certaines sociétés savantes déterminent quel jour il faut y aller, obligatoirement. Les anesthésistes, par exemple, on sait que pour tel geste, à J1, on n'est pas nécessairement obligé d'y aller, mais on doit le voir avant la sortie. Dans d'autres spécialités, il n'y a pas de détermination de jour de passage, mais il est évident qu'il faut aller voir son patient quasiment tous les jours. Ce n'est pas le seul problème. Il faut aller voir son patient tous les jours et il n'y a pas des internes qui peuvent passer à votre place, vous êtes tout seul. Le problème, il n'est pas là. Vous êtes allé voir votre patient tous les jours. Mais ce n'est pas marqué dans le dossier. Et le patient, on va lui demander, 4 ans plus tard, puisqu'il était un peu dans les brumes après la chirurgie, qu'il avait mal, qu'il y avait des complications, on peut le comprendre. Je ne me souviens pas. Ah, j'ai oublié. Ah non, je ne vous ai pas vu ce jour-là, docteur. Vous êtes passé tous les jours et il n'y a pas de trace. Qu'est-ce que ça donne en droit, en judiciaire? Il n'y a pas de trace qu'il est passé. Il déclare qu'il est passé. Dans le meilleur des cas, l'expert va écrire, le docteur Attel déclare qu'il est passé. Mais c'est tout. Et l'autre, pas que. Donc, conséquence, il faut tracer chaque passage sur le dossier de la clinique cette fois. On n'est plus dans le cabinet individuel, on est à la clinique, il y a un dossier obligatoire. Et dans le dossier, il faut prendre la peine, ça va durer 1 minute de plus, mettre la date, évidemment, l'heure, et pas seulement ce que vous avez constaté. Même en 2 mots, peu importe, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, mais tout de même, ce que vous avez constaté. Et ce que vous avez prescrit. Parce que vous pouvez prescrire quelque chose et tomber sur une infirmière intérimaire qui est à peine formée, qui ne va pas exécuter, mal exécuter, je ne parle pas des problèmes de dosage, et à ce moment-là, elle va dire, si elle pensait quelques années plus tard, ah mais tiens, non mais c'est pas moi, c'est le docteur qui me dit ça. Donc, traçabilité de vos passages et de leur contenu, c'est-à-dire vos observations cliniques très rapidement et vos prescriptions éventuelles. Vous voyez bien que tout ça à l'hôpital n'est pas nécessairement quotidien parce qu'il y a toute une équipe qui va, chacun à sa place, assumer ses rôles. Là, c'est vous, seul, qui allez tout assumer. Ce n'est pas si énorme. C'est vrai que je vous rajoute depuis 10 minutes, 1 minute par geste ou par acte. À la consultation, on en rajoute 1 minute pour rédiger. Le CRO, on rajoute 2-3 minutes pour rédiger. Ensuite, on passe voir le patient, on en rajoute 1 minute pour rédiger sur le dossier de la clinique. C'est vrai, ça va faire 1 demi-heure, 3/4 d'heure de plus dans une journée. Mais c'est la sécurité juridique, judiciaire, quasi totale si vous faites ça. C'est l'incertitude majeure si vous ne le faites pas. Donc, traçabilité complète. Et ensuite, on ne va pas rentrer ce matin dans les détails médicaux, techniques, chirurgicaux, en termes de nécessité de transfert, de faire appel, parce que même si on est libéral, on peut faire appel à des collègues, on peut faire appel à des spécialistes. On a constitué un réseau à l'hôpital de camaraderie, de fraternité. Il est nécessaire, quand on atteint un point limite, de demander l'avis d'un confrère, de tracer, d'organiser les transferts de CHU vers un CHU si les choses se compliquent, de tracer, etc., etc. La responsabilité civile, c'est le procès qui est fait par un patient pour rechercher une indemnisation financière, donc, lorsqu'il estime qu'il a subi un préjudice, en sus de ce qu'il attendait de la chirurgie. C'est une procédure qui désormais peut se dérouler devant 2 types de juridictions. La juridiction classique, c'est la juridiction judiciaire, parce que vous n'êtes plus
fonctionnaires, donc vous êtes libéraux, comme tout un chacun, donc vous sortez de l'ordre judiciaire, tribunal de grande instance, et puis ensuite cour d'appel si on n'est pas satisfait de la décision. La procédure, très rapidement, elle démarre en général à l'initiative du patient par une demande d'expertise devant un juge qui va très rapidement, c'est une procédure rapide qui dure 2 mois, rendre une ordonnance désignant un expert. En général, c'est un expert dans la spécialité de l'acte litige considéré. Expert qui va recevoir une mission assez complète pour décrire ce qui s'est passé, est-ce que la technique a été bonne, l'indication a été bonne, le suivi était bon, etc., puis les préjudices éventuels. À l'issue de ce rapport d'expertise qui va être déposé, le patient, s'il le veut, va introduire à ce moment-là un procès au fond, mais il n'est pas systématique. Après le rapport d'expertise, il y a une fin, il y a un stop. Le patient peut s'arrêter là. Si le rapport d'expertise est bon et que le patient n'est pas acharné, quand je dis qu'il est bon, pardon, qu'il conclut qu'il n'y a pas de faute et que le patient n'est pas acharné, ça va s'arrêter là. Mais on peut avoir un bon rapport d'expertise et un patient qui, nonobstant le caractère positif du rapport d'expertise, va quand même pouvoir faire un procès. À ce moment-là, il va ressaisir un tribunal de grande instance, au fond, afin de recherche de la responsabilité. Et là, c'est un procès qui dure 12-18 mois. Il est pris en charge par votre assureur, mais sur le déroulement duquel vous avez un regard et sur le déroulement duquel il va être nécessaire que vous collaboriez, puisque l'avocat va faire du droit, mais on a besoin sur le plan technique des observations, de la bibliographie médicale pour pouvoir se défendre. La responsabilité en France est fondée sur la faute, sauf quelques exceptions comme les prothèses ou les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales reposent sur les épaules depuis 2002 de l'établissement de soins et au-delà d'un taux d'incapacité permanente de 24% sur la communauté nationale par le biais de l'ONIAM qui va indemniser. Donc retenez quand même que notre droit reste cohérent, sage, il faut une faute pour pouvoir engager sa responsabilité a priori, sauf exception. Mais ce que je viens de vous dire pendant 10 minutes montre que la faute, elle est au décours d'un détail. Et il faut donc se préserver pour chacun de ces détails de façon écrite et formelle. Voilà, je pense qu'on peut dire très très rapidement sur la responsabilité civile. Je vais peut-être passer au pénal, ou souhaitez-vous que je développe un peu plus le pénal, je crois que c'est ce qui fait le plus peur aux praticiens. Donc, ne soyons pas trop alarmistes et dites-nous un peu quelle est la fréquence des procédures pénales, par quoi elles sont déclenchées en général et quelles sont les principales sanctions. Mon cher collègue, Monsieur le Président, nous en aurons à peu près terminé donc avec la responsabilité civile et comme je l'ai expliqué, tout va être enregistré et des milliers de jeunes vont suspendre leur vision à cet enregistrement. Par rapport à l'information, et là je partage tout à fait ce que vous avez dit, c'est le problème de la traçabilité, il faut le faire sans arrêt. Et vous avez parlé de la consultation, vous avez parlé, mais la loi dit qu'elle est permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'en consultation, c'est toujours qu'il faut la faire. Et le problème de la traçabilité est absolument essentiel. Et ce que vous avez dit sur les experts, on est experts, donc on voit très bien. C'est après parole contre parole. Hein. Et c'est ce qu'on traduit. Le patient dit, mais vous n'êtes jamais venu me voir. On met dans le rapport, le patient dit, vous n'êtes jamais venu me voir. Le chirurgien dit, non, je l'ai vu tous les jours. Non, mais je l'ai vu tous les jours. Et puis après, on se frotte les mains et puis on dit, écoutez, le juge, oui, mon cher Hubert. Non, c'était juste pour appuyer sur le... sur cette histoire de traçabilité, c'est-à-dire que vous avez évoqué le consentement éclairé, mais alors comme le diable se niche dans les détails, le consentement éclairé d'abord il faut qu'il soit signé. Normalement, il doit y avoir un délai de réflexion avant qu'il signe, normalement, c'est tellement difficile en général. Et ensuite, où est-il? Et donc, est-ce qu'il est dans le dossier, auquel cas il vous échappe? Parce que
le parcours du dossier dans un établissement et rien de plus aléatoire. Donc le consentement éclairé, personnellement, moi, je le garde à mon cabinet. Et tout ça, c'est des détails, mais le jour de l'expertise, vous dites, bah alors il est où là? Il a signé, il n'a pas signé. Et donc, c'est ce jour-là que ça compte, comme vous l'avez dit. Sur la fiche d'information, la médecine évolue tout le temps. Donc, si vous avez une fiche d'information de 2013 et qu'on est en 2018, il faut y penser. Et d'autre part, sur l'histoire de la traçabilité du passage, pour avoir analysé, pour les raisons bibliographiques, auprès de Bill Expertise, je ne suis pas expert. Il n'y a rien de plus qui agace un expert qu'un dossier mal tenu. Parce qu'il est censé rendre un avis, et quand il n'a pas les éléments pour rendre un avis, ça l'agace. On peut comprendre, il travaille, il a le sentiment qu'il va rendre un mauvais travail. Alors, vous n'êtes pas responsable de la tenue du dossier de l'établissement. Par contre, si vous, comme vous le disiez, vous avez chaque fois mis un mot va bien, sort ce jour, etc. Enfin, il ne s'agit pas de faire des romans comme vous l'avez dit. Mais ça, au moins, c'est un plus, même si le dossier de l'établissement n'est pas tenu, au moins, il y a un docteur, vous êtes le docteur, qui, lui, a bien fait son travail, même si le dossier de l'établissement n'est pas tenu. Et ça, ce sont des points essentiels, parce qu'en fait, il me semble qu'une expertise, c'est déjà, l'expert, il a déjà une petite idée au moment où ça démarre, quand même. Donc, s'il y a des points positifs en votre faveur, ça va tout de suite aider un peu, non? C'est très très vrai ce que vous dites. Alors, deux éléments. Sur l'information, le document, vous avez totalement raison, il doit figurer dans le dossier médical du médecin. Et il ne peut en aucune façon figurer dans celui de la clinique. D'abord parce que les dossiers de clinique, 5-7 ans plus tard, s'il y a eu une faillite ou quelque chose comme ça, ils disparaissent. Et ensuite, si la clinique ne le retrouve pas, c'est un manquement déontologique quasiment de ne pas avoir conservé son dossier médical et l'avoir laissé entre les mains de la clinique. Donc ça, vous avez 1000 fois raison sur ce point. 1000 fois raison également sur le second point, mais je ne voulais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si la configuration est la suivante, si le médecin a un problème de tenue de son dossier juridique administratif, de son dossier médical. Bon, c'est noté, ça agace un petit peu. L'expert, c'est un homme honnête, un peu agacé comme vous dites, mais bon. Mais ensuite, on examine l'acte chirurgical. Et là, il y a un petit doute sur ce que le chirurgien a fait. On ne sait pas trop. Le sirop n'est pas clair. Si ce qu'il a fait, c'est parfait, ou s'il tient, pas trop sûr qu'il n'ait pas fait une gaffe. L'aspect administratif mal tenu du dossier va créer un climat. Je dis bien, c'est pas quelqu'un de très rigoureux sur le plan de la tenue de son dossier. Peut-être qu'il n'est pas non plus au bloc à ce moment-là. Donc vous avez 1000 fois raison, c'est fondamental de tenir parfaitement ces choses administratives juridiques pour présenter un visage vierge, si j'ose dire, et qu'il n'y ait pas des débuts de présomption de laisser aller, de flou, pour les choses essentielles qui sont les actes opératoires. Un détail pratico-pratique, chers jeunes collègues, dès l'instant où vous sentez qu'un patient n'est pas satisfait, dès l'instant où vous êtes amené à gérer une complication, dès l'instant où vous voyez que ça se passe mal et que ça peut être dangereux, surtout rangez le dossier dans sa plus grande perfection tout de suite. Et en plus, pour l'information, je voudrais me tourner donc vers nos jeunes collègues, parce qu'on est tous abonnés à des revues scientifiques, mais il n'en demeure pas moins vrai que la lecture du journal officiel de la République française, qui n'est pas forcément un document scientifique, n'est pas totalement inefficace dans l'exercice actuel que l'on connaît. Vous avez parlé de cette fameuse loi du 4 mars, qui a été intégrée au Code de la santé publique. Alors quand il y a elle devant, ça veut dire que c'est une loi, c'est simple. Donc la loi s'impose à tout le monde. Et autant que je me souvienne, c'est l'article 1111-.2, en matière d'information, le législateur, c'est dans le journal officiel, écrit cette information est délivrée au cours d'un entretien particulier. Donc vous voyez, les modalités sont déjà décrites. Alors un détail, là aussi, il y a quand même des dérogations qui sont prévues par la loi, cher maître. Comme vous le savez, et je me tourne là vers les jeunes collègues,
La première dérogation, c'est le refus du patient. Mais alors là, par pitié, notez-le dans le dossier encore, comme l'a dit M. Johannet. La deuxième, c'est l'urgence. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails parce qu'il y a les urgences, l'urgence et puis les urgences différées, auquel cas on retourne dans le cas strictement normal. Puis l'impossibilité du patient pour recevoir l'information. Un polytraumatisme qui est dans le coma, on ne va pas se pencher vers lui et benoîtement lui dire écoutez, je vais vous opérer, ça peut être dangereux, je peux vous tuer, mais je peux vous sauver la vie, etc. Mais voilà. Et enfin, le dernier point, c'est que la même loi prévoit maintenant la personne de confiance. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, qui est dérogataire, bien sûr, par rapport à ce que vous allez nous parler probablement pour la responsabilité pénale, c'est-à-dire le fameux 226-13 du Code pénal, c'est-à-dire le secret professionnel. Donc il faut faire effectivement très très attention. Et en plus, puisqu'on a des détails, le diable se cache parfois dans les détails, mais il y a un arrêt récent de la Chambre civile de la Cour de cassation, si j'ai bonne mémoire, il doit dater du 17 octobre 2017, c'est-à-dire c'était hier, hein, c'était l'année dernière, où même lorsque le chirurgien commet une faute, eh bien, le juge a considéré que ça pouvait être un aléa thérapeutique. On est bien d'accord, cher maître? Alors, ne cherchez pas la petite bête comme ça pour vous défendre, parce que, et c'est l'aspect que tu as parfaitement défini, c'est que le fait de ne pas donner l'information, parce que les experts, moi j'en suis un, le patient dit, mais oui, il m'a dit que ça ne pouvait pas marcher, puis après il m'a fait signer un truc par sa secrétaire. Tout ça, ne le faites pas, enfin je veux dire... Et enfin, je rappelle que les dossiers concernant, enfin les dossiers, les fiches informatives, la Haute Autorité de Santé a bien spécifié qu'elle n'avait pas mission à être signée par le patient. Le consentement, c'est une chose, et l'information, c'est autre chose. Néanmoins, les assureurs, et je crois qu'il y en a qui vont prendre la parole dans la salle, pensez bien que la gestion d'un dossier en responsabilité, ça coûte cher, et qu'ils vont prendre toutes les précautions. Donc l'information, c'est capital. Le fait même de ne pas donner d'information, c'est une atteinte à la dignité. Là aussi, il y a eu un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation. Donc méfiez-vous de l'information. Puis je me tourne vers les avocats. Quand tout le reste ne marche pas, l'inobservation des règlements, la faute, la négligence et tout, eh bien les avocats des patients, ils se tournent vers l'information et 9 fois sur 10 ils gagnent. Donc l'information, traçabilité, c'est les deux mots-clés. On est d'accord, cher maître? Absolument. Merci. Alors le temps passe, je sais que l'orateur suivant, qui est le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, a un emploi du temps très chargé. Donc on va faire un peu de responsabilité pénale pour qu'ils sachent que ça existe. Et puis ensuite on laissera tomber la responsabilité administrative et réglementaire, vous direz peut-être un tout petit mot. Mais le pénal est intéressant. Alors le pénal, quelque chose de très particulier. Dieu merci, il ne touche pas chaque chirurgien dans sa vie professionnelle. Alors que, c'est le moment de le dire, une transition, la responsabilité civile est mise en cause à peu près tous les 4 ans. 4 ans et demi, je crois quand même le sait. C'est l'occurrence aujourd'hui en France. 4 ans, 4 ans et demi, toutes spécialités confondues, un procès. Le pénal, on peut heureusement y échapper, ne pas le connaître durant toute sa carrière professionnelle. C'est quelque chose de particulier, le pénal, parce que il y a une dimension symbolique majeure, parce que c'est souvent médiatisé, parce que c'est souvent corrélé à la gravité des conséquences d'un accident médical, etc. On aurait pu penser que ce qui distingue le pénal du civil, c'est la gravité des séquelles, des préjudices. Pas du tout. On peut avoir une action pénale pour un problème de cicatrice kéloïde. Pour peu que ça dépasse les 8 jours d'ITT, il peut y avoir une qualification pénale. Là, ça serait une contravention si c'est 8 jours. 3 mois, ça va être autre chose. Mais voilà, ça n'est pas la gravité de la faute, normalement, qui permet d'ouvrir l'action pénale. Elle est ouverte. Très très rapide. Le législateur, en 2001, a souhaité dépénaliser les infractions involontaires, c'est-à-dire les coups et blessures involontaires et les homicides involontaires. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que
lorsque surgit un accident médical et que le patient ou sa famille souhaite utiliser la voie pénale, ce sont les deux qualifications qui peuvent être utilisées principalement. Coups et blessures involontaires, ou homicide involontaire, c'est blessé. En 2001, 10 juillet 2001, le législateur souhaite dépénaliser. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y a tout un tas de gens, dont les maires, qui ne supportent plus d'être traînés au pénal quand il y a un accident dans leur commune, mortel ou pas, et qu'on estime qu'il y a une responsabilité. Donc il va y avoir un groupe de pression politique et le législateur va finir par voter une loi qui va bénéficier normalement aussi aux médecins, enfin à tout le monde, toute la population, et qui est une loi de dépénalisation. Autrement dit, le législateur va faire monter les conditions au titre desquelles on peut engager l'action pénale. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail complet de la qualification pénale, mais sachez simplement, et c'est un signe politique, sociétal, ce que je vais vous dire, que nonobstant cette loi du 10 juillet 2000, qui a dépénalisé en partie les infractions involontaires, la jurisprudence n'a pas suivi. Il faut par exemple, au titre de cette loi désormais, ce qu'on appelle une faute caractérisée. Il ne faut pas caractériser une faute. Il faut une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute très importante pour condamner un médecin pénalement. Eh bien, si on examine la jurisprudence, il y a des fautes éventuelles qu'on dirait vénielles dans la vie courante et qui, pour le juge, vont constituer une faute caractérisée. Donc, voilà un des grands exemples, pour moi, de dysfonctionnement institutionnel, volonté d'un législateur, courant jurisprudentiel postérieur. Crise majeure qui fait qu'une volonté de dépénaliser n'est pas suivie et qu'aujourd'hui, lorsqu'un médecin est envoyé devant le juge pénal, les choses ne sont pas simples et que les rapports d'expertise à ce moment-là sont absolument fondamentaux. Je vous précise que dans le cadre d'une procédure pénale, il ne va pas y avoir une seule expertise, mais en général deux. C'est-à-dire que les parties au procès pénal peuvent, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites des conclusions d'un rapport d'expertise, en solliciter une seconde sans aller arguer d'utilité ou de choses comme ça. Et aussi parce qu'il faut une sécurité dans le jugement, l'appréciation scientifique des choses. Il s'agit de l'honneur d'un homme, d'un médecin, encore plus grave que sa responsabilité civile. Nous avons donc des procédures en matière pénale qui sont dédiées, qui sont utilisées plutôt en matière de responsabilité médicale. En général, c'est l'instruction, avec un juge d'instruction qui est désigné, les experts qui sont désignés par le juge d'instruction, toute une longueur d'investigation par les services de police sur commission rogatoire éventuellement, etc., pour connaître chaque détail de l'histoire médicale du patient. Et il faut savoir que les infirmières peuvent tout être entendues, que tout est minuté dans le cas d'une instruction pénale. En obstétrique, par exemple, on va minuter l'heure d'appel et on ne va pas se contenter de la déclaration de la sage-femme. On va aller chercher chez l'opérateur téléphonique le relevé pour vérifier la minute. Ensuite, on connaît les décomptes qui font que, par exemple, 20 minutes pour arriver pour l'obstétricien sur un appel, à vérifier son heure d'arrivée. Tout va être inspecté minute par minute pendant les heures de 3 jours. Important, litigieux, l'enquête pénale. Donc le chirurgien là-dedans, c'est une pression très désagréable. Nous, avocats, on est là pour être à ses côtés, pour le défendre, pour l'accompagner psychiquement et pour lui expliquer que de nos jours, malheureusement, c'est devenu une chose assez commune. Alors ça n'arrive pas systématiquement à tout le monde, mais ça peut arriver. Il faut se dire que ça n'est plus aussi infamant que ça pouvait l'être il y a 50 ans. Et on peut le regretter. Le pénal, c'est quelque chose qui doit être réservé aux choses très graves. Pas seulement sur le plan des conséquences, des préjudices, d'essais, de blessures, très graves sur le plan des actes commis. Or, c'est dévoyé. Et je trouve effectivement extrêmement regrettable qu'on puisse traîner encore aujourd'hui si aisément un chirurgien au pénal. J'ajouterai un détail.
expérience d'expert, c'est que lorsqu'il y a un décès, le risque d'attaque au pénal est quand même majoré. Donc, jeunes collègues, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un décès. Il n'y a que ceux qui n'opèrent pas qui n'ont pas de complications, tout le monde le sait. Si vous avez un décès, là encore, minutez votre dossier, rangez votre dossier, parce que la police judiciaire arrive très vite dans les établissements pour saisir. Jean-Jacques Abraham va prendre la parole. Justement, à propos du pénal, je voulais juste dire quelques mots parce que, en fait, souvent les praticiens sont convoqués directement par la police pour leur demander des explications. Et je voudrais rappeler aux praticiens, ils paniquent un peu, qu'il ne faut rien dire. C'est-à-dire que quand c'est un policier qui vous appelle en disant passez me voir à mon bureau, vous êtes soumis au secret médical et donc vous devez prévenir votre ordre. L'ordre vous fournit un document expliquant qu'en fonction du secret médical, vous ne pouvez rien dire. Vous devez aller à la convocation et vous signifiez simplement que, étant couvert par le secret médical, vous ne pouvez rien dire. À ce moment-là, il y a un juge qui intervient, qui demande donc qu'il y ait une saisie de vos dossiers, vous soyez interrogé. Mais souvent, les policiers, pour aller plus vite, pour simplifier la procédure, essayent de passer outre la demande du juge. Il faut faire attention parce que c'est là qu'on va dire des bêtises. Donc, vous ne dites rien. Et par contre, derrière, quand il y a une saisie de dossier, quand ils viennent à votre cabinet, il y a toujours la présence d'un conseiller ordinal qui vérifie que le document et les documents qui seront saisis seront mis sous scellé fermé. Là aussi, souvent, on est confronté à ça, puisque les policiers disent « Oh, on va pas sceller, il n'y a pas de problème ». Non, non, il ne faut pas sceller. Et d'ailleurs, c'est là que l'ordre est important, parce que l'ordre vérifie que les scellés soient fermés, de manière à ce que le secret médical soit respecté et que vous soyez protégé. Donc là-dessus, il faut être très vigilant, je voulais juste dire ce petit mot. Le pénal, effectivement, c'est du lourd pour les jeunes qui vont s'installer. Le pénal, c'est le code pénal, le pénal puni, peine, prison, etc. Enfin, c'est PPP, quoi. Ceci étant, peut-être vis-à-vis de la police ou de la gendarmerie dans nos campagnes, mais c'est l'exemple que je donne traditionnellement. Si vous êtes convoqué par un juge d'instruction, en général, dans les cabinets des juges d'instruction, avant d'entrer chez eux, c'est comme dans nos services ou dans nos consultations, on poirote un peu. Et un de mes collègues poirotait, donc la pression monte un peu. Et le juge l'a accueilli d'instruction, de façon peut-être modérément courtoise. Il lui a dit, écoutez monsieur, asseyez-vous, nom, prénom, âge, profession. Et lui, il lui a répondu, et vous, c'est quoi? Alors il s'est tourné vers sa greffière et hop, et il l'a foutu en garde à vue pour outrage au magistrat pendant 2 heures pour le calmer. Donc, rassurez-vous, le pénal est exceptionnel, mais alors là, c'est du lourd quand même. Donc il faut faire attention. Enfin, le dernier point, pour le secret professionnel, actuellement, mais le président du Conseil de l'Ordre nous en parlera, c'est un motif d'instruction, c'est une infraction, c'est un délit bien évidemment, qui est assez fréquent. Alors c'est tout le problème des certificats, donc il faut faire effectivement très très attention. Et pour les jeunes qui prennent des gardes, méfiez-vous aussi de la non-assistance à personne en péril, qui est une infraction, qui est un délit. On peut le régler, mais je pense que l'ordre sera tout à fait d'accord. Dès qu'on vous demande de venir voir un patient, déplacez-vous toujours, la nuit, le dimanche et tout. Même si vous ne pouvez rien faire, même si ça vous casse les pieds, et puis bien sûr vous le tracez. Et c'est le meilleur conseil que l'on puisse donner, parce que là, se retrouver devant un juge d'instruction pour non-assistance à personne en péril, ça peut arriver. Vous êtes d'accord, cher maître? Tout à fait, voilà. tout à fait. Bien, mais écoutez, il y a d'autres... Oui, madame. Mathilde Branchère sur l'ordre de médecins libéraux. Donc on est sur 2 tiers des praticiens libéraux du bloc. Vous aviez juste demandé quelques chiffres. Je voulais donner le pourcentage de l'ouverture de dossiers pénaux. C'est 1% des dossiers qui commencent au pénal. Voilà. Et la moitié des dossiers, des réclamations à l'ouverture, c'est référé ceci. C'est pour donner le ratio. Pardon ? Le motif de la voilà. Le type de procédure. Le motif de la plainte pénale, là, c'est variable. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est souvent en cas de décès. Notamment, je crois, mettre l'accueil, est-ce que c'est bon, l'obtention d'une autopsie, souvent aussi motive la plainte pénale.
Bien, maître d'accueil, merci. Notre objectif n'est pas, précisons-le, de faire peur à nos jeunes collègues, hein. Mais ils ne peuvent pas ne pas ignorer tout ce qui vient d'être dit, car ça conditionne leur façon de travailler. J'avais rajouté les responsabilités administratives et réglementaires, on va les mettre de côté. Elles concernent essentiellement le respect du règlement intérieur d'établissement et le respect de la convention avec la sécurité sociale. On pourrait y passer une journée. Sachez que ça existe. Ne prenez pas trop de liberté avec le réglementaire, car le réglementaire, lui aussi, a des moyens d'action juridique avec le tribunal des affaires de sécurité sociale. Je vais donner maintenant la parole à Jean-Jacques Abraham, qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, qui va nous parler de déontologie, de secret médical, de je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut nous dire, mais je lisais dans le métro en venant un sondage récent fait par un institut spécialisé. Je ne sais pas si c'est fait partie des Fox News ou pas. La majorité de la population se plaint du fait que l'ordre des médecins est trop favorable aux médecins. Et la majorité des médecins se plaint que l'ordre des médecins ne les défend pas assez, ce qui met l'ordre dans une position extrêmement délicate. Et la conclusion de cet article était que nous avions une chance extraordinaire à l'ordre national, c'est qu'il soit présidé par un médecin de terrain du 9-3, le président Boué, qui a fait faire beaucoup de progrès à l'institution, et que la communication qui était faite allait améliorer probablement les interrogations que posait ce sondage.